Donc nous continuons notre série sur notre prisme et l'intelligence artificielle et le big data pour essayer de décoder et d'expliquer les annonces récentes et ici sur le driverless. L'intelligence artificielle, c'est la grande famille de l'intelligence des machines et des logiciels, mais en fait il y a deux grandes disciplines. Il y a l'intelligence artificielle déterministe à gauche qui a commencé dans les années 70 avec des moteurs de règles if then, voilà, si alors, et il n'y a pas sinon, qui est la programmation classique. Et donc on met des tas de règles à plat qu'on peut balayer. Et maintenant, on arrive avec la puissance des ordinateurs à balayer 5000 règles sur votre PC en un dixième de seconde. Donc ça revient à la mode, mais il faut écrire toutes ces règles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut expliquer les résultats parce qu'ils dépendent de toutes ces règles et c'est pas la boîte noire. Et puis à droite, il y a l'intelligence artificielle numérique qui a vraiment vu son essor depuis 3 ans. Et il n'y a pas de règles, c'est l'ordinateur qui reconnaît des formes, des patterns. Et c'est une sorte de black box qui lui dit tiens, ça doit être un chat, tiens, j'ai reconnu ci, j'ai reconnu ça. Et donc petit à petit, par approche, il va être capable de prendre des décisions avec au-dessus, bien sûr, des moteurs de règles, mais à la base, c'est de la reconnaissance. L'intelligence artificielle déterministe, c'est la seule qui est acceptée par les autorités tutelles, que ce soit pour l'aviation ou pour les marchés financiers. Donc, dans un pilote automatique d'avion, il faut suivre 400 paramètres de vol, et donc l'intelligence artificielle, il suit tout ça. Et dans le cadre du vol Rio, il y avait une règle qui disait quand la sonde ne marche plus, tu rends le manche à balai au pilote. Et malheureusement, le pilote a eu le mauvais réflexe dans le demi-seconde où il devait redresser l'avion et il a tiré au lieu de pousser le manche à balai et ça a fait le crash. Et ils ont pu faire des expériences a posteriori qui ont montré que s'il y avait eu au-dessus une couche d'intelligence artificielle numérique, l'ordinateur aurait pu reconnaître les patterns et sans doute aurait pu sauver l'avion. Alors comment ça marche? C'est un article intéressant de The Economist qui expliquait que ils ont fait marcher des moteurs d'intelligence artificielle numérique sur des cabines de simulation, entraînement, pilotage pour les pilotes. Et ils observaient les comportements des pilotes et ensuite ils faisaient la même chose. Donc ils pilotaient très bien après quelques jours d'observation du pilote. Et la grosse surprise, ils ont essayé de mettre le même outil d'intelligence artificielle qui avait appris sur un, par exemple, A340, le mettre sur un Boeing 777 sans aucun entraînement. Et la surprise, il pilote très bien. Donc voilà, c'est ça qui permet de penser que les deux peuvent bien se marier, mais il faut bien comprendre la structuration de ces deux types d'intelligence artificielle. On en voit partout quand on se balade en Silicon Valley, ça c'était au mois d'octobre dernier, que ça soit du ADAS avec des chauffeurs Uber ou des trucs complètement driverless comme la petite mode de beurre qu'on voit là-haut de Google. Donc on en voit partout et à Paris aussi sur le périphérique, vous voyez, il y a une Renault là qui tourne avec tout un système développé par Valeo. Donc ça teste, ça teste, ça teste. Quoi maintenant? C'est très simple. Au cours des 3 dernières années, Voice Recognition, sans aucun entraînement, on est passé de 30 à 95% de taux de reconnaissance, donc c'est pratiquement aussi bien que l'homme. Et Form Recognition, on est passé de 0 à 70-75%. Donc vous voyez, l'ordinateur est capable de reconnaître un chat, un écran, des fruits, etc. Et puis tous des joueurs, savoir ce qu'ils sont en train de faire, dribbler, d'être debout, etc. Ça marche comment les systèmes de driverless? Ben voilà ce que l'ordinateur voit avec tous ses capteurs. Il voit des formes, donc il identifie des buildings, il identifie des piétons, des arbres, etc. Et ce qui a d'extraordinaire, la supériorité de l'ordinateur par rapport à notre petit cerveau reptilien, c'est que nous pouvons nous focaliser sur une menace, mais dès qu'il y a deux menaces, en général, on se prend la deuxième tellement on est focalisé sur la première. Et l'ordinateur n'a absolument pas ce problème-là, et il peut regarder 100 menaces à la fois, et il a la capacité de traitement, chose qui nous est complètement impossible.
Donc vous regarderez sur le web, il y a notamment une vidéo promotion de l'autopilote de Tesla qui détecte que la voiture de devant lui va avoir un accident et qui freine préventivement. Et quand vous regardez la vidéo, c'est pas évident de le reconnaître. Donc éventuellement, il y a beaucoup de gains en termes de sécurité dans le déploiement de telles solutions, mais il y a aussi des petits obstacles. Alors, il faut bien comprendre aussi qu'il y a deux types de réglementation. Il y a ADAS, c'est Automatic Driving Assistance System, versus Driverless, qui, comme son nom l'indique, il n'y a pas de pilote. Et dans le cas de Google, il n'y a tellement pas de pilote qu'il n'y a pas de pédale et il n'y a pas de volant. Donc, ADAS, c'est ce que Tesla a sorti il y a maintenant un an, de façon très rapide. Donc ça fait la une, c'est censé rouler uniquement sur l'autoroute, mais il y a des tas de gens qui l'ont expérimenté dans des trucs beaucoup plus dangereux. Et puis à terme, en bas à gauche, c'est le concept car de Mercedes, où vous êtes là tout à fait détendu, il y a un volant et des pédales, uniquement si on vous demande d'intervenir. Par rapport à Driverless, à droite, vous voyez ce petit garçon dans la voiture Google, où il n'y a pas de pédale, il n'y a pas de volant. Et le gros avantage de tout ça, c'est que on partage l'info entre voitures, c'est le machine to machine, et on résout l'énorme problème qui est 3000 morts par jour sur les routes. Donc le régulateur, conscient de ce problème, va certainement faciliter les choses parce que les premières statistiques sont assez bonnes pour tout ce qui est driverless. Une réalité qui est devenue très vite quotidienne. En 2000, on nous disait la voiture autonome, vous rêvez. Le premier concours d'ARPA de l'armée américaine en 2004, il y avait 10 voitures engagées, il y en a 3 qui arrivent sur la ligne de départ, et aucune ne fait plus de 200 mètres, se retourne, etc. Et là, il y a un éditorial de Wire Magazine qui dit, les gars, jamais, c'est impossible, vous n'imaginez pas ce que le cerveau est capable de faire, c'est impossible, jamais, croyez l'expert. En 2015, ça marche, et on nous annonce du driverless en 2020, et par des acteurs très sérieux comme Honda, comme Ford, etc. Donc il n'y a pas que les boîtes du GAFA qui s'y lancent. Alors aujourd'hui, en 2007, on a des prototypes sur les routes, en commercial, entre guillemets, à Singapour, à Pittsburgh, mais toujours avec un pilote pour rassurer le passager.